bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est à la présence de Raluca Avram. C'est un Solution Engineer d'Oracle, avec mon collègue Selim Daoud, qui fait partie aussi des équipes de Cloud Technologist d'Oracle Europe, Middle East et Afrique du Nord. Et moi-même, Jean Atmé, Cloud Technologist. Et bienvenue à cette session, la deuxième session d'une série de webinars qu'on a commencé il y a une semaine. Et pendant cette première session, on a discuté ce que Oracle propose aujourd'hui dans le monde du cloud. Comment Oracle respecte la confidentialité des données et comment Oracle s'engage sur la confidentialité des données. Et dans la troisième partie de ce premier module, on a discuté le rôle et la responsabilité d'un CISO, d'un responsable de sécurité du système d'information dans une entreprise qui évolue du monde de l'IT traditionnel vers le monde du cloud. Comment la responsabilité du CISO évolue dans le monde du cloud. Donc ça, c'était les sujets du module 1. Maintenant, on va attaquer le module 2. Et pendant ce module, on va discuter réglementation. On va discuter comment les considérations et comment les lois internationaux voient la confidentialité des données et comment on renforce la sécurité des données dans le monde cloud ou dans le monde d'IT global, avec un focus sur la France. Ça, c'est pour la première partie. Deuxième partie, on va discuter comment Oracle répond à ce nouveau challenge, la réglementation, comment Oracle répond par l'innovation et de sécuriser les données dans le cloud. Et la troisième partie, on va démontrer comment on traite ces sujets dans une application qu'on propose aujourd'hui, du HR. On a pris l'HR comme exemple parce que c'est des données personnelles et on va discuter comment on protège ces données. Donc voilà, donc on va commencer déjà par la première partie, par ce chiffre, 3,9 millions de dollars. C'est un chiffre important et c'est le coût d'un data breach annuel par entreprise. Et ça, c'est en fait publié par le rapport de Ponemon Institute. Ponemon, c'est en fait une organisation mondiale qui fait un monitoring des coûts de data breach, des failles de sécurité partout dans le monde. Et en 2019, on était à peu près à une moyenne de 4 millions de dollars par un data breach. Donc, ce chiffre, il est alarmant. Mais partout dans le monde, on essaye de trouver des solutions par la réglementation. Donc, cette carte, par exemple, elle représente les efforts que fait les pays de point de vue réglementation pour régler le problème de la sécurité des données. Donc, on voit que ce n'est pas équitable partout dans le monde. Ce n'est pas tous les pays qui ont les moyens d'investissement et les moyens mis en place pour adresser ce problème. On voit que dans les pays, par exemple, avancés, l'Europe, les États-Unis, l'Australie, la Chine, en fait, ils ont déjà établi des réglementations pour organiser le secteur de l'IT et de la sécurité. Par contre, pour les autres pays, c'est un petit peu moins, où en fait, c'est en cours de mettre en place des réglementations et des mesures et des contrôles des agences qui suivent le sujet. Ça nécessite de l'investissement, bien sûr. Et pour une entreprise, pour une organisation comme Oracle, qui opère partout dans le monde, ça nécessite un vrai travail pour suivre toute la réglementation et être compliant et en conformité avec toutes les réglementations partout dans le monde. Et c'est un monde qui change tous les jours. Donc, il faut être déjà mis à niveau pour mieux connaître les réglementations, les changements
et ça change tous les ans. On a vu que, par exemple, en 2018, on a eu la GDPR et la GDPR, elle a changé aussi des réglementations qui sont déjà en place dans le passé et cette réglementation, elle a évolué. Donc maintenant, si on fait un zoom sur l'Europe, donc l'Europe, elle a fait beaucoup des efforts. On a enfin, c'est dans les pays membres, il y a des agences qui suivent la réglementation et qui suivent la protection des données personnelles. Et il y a la GDPR qui a été lancée en 2018 et aussi avec des engagements et des accords entre l'Europe et le monde par rapport à cette réglementation. C'est-à-dire, par exemple, si par exemple les données voyagent depuis l'Europe vers les États-Unis, comment on va assurer un minimum de sécurité quand les données voyagent. Donc, la CNIL, par exemple, en France, cette carte, elle est disponible sur le site de la CNIL. Elle est très claire et présente, par exemple, comment les pays entre eux ils sont organisés pour respecter un minimum de sécurité, respecter les minimums des mesures de protection des données personnelles. Et on voit que, par exemple, l'Europe, les 27 pays membres, ils sont déjà entre eux en accord par rapport aux mesures et contrôles de sécurité. Mais les données, quand elles voyagent vers les États-Unis, par exemple, il y a des accords aussi entre les pays qu'à l'époque, c'était par le Privacy Shield. Et on a vu récemment que le Privacy Shield, il était remplacé par les BCR, qu'on a discuté pendant la première session de ce webinaire, et qui y est en place pour assurer un transfert sécurisé des données entre l'Europe et les autres pays membres. Donc, aujourd'hui, la France, dans tout ça, on a la CNIL, mais pas que. On a aussi l'ANSSI, l'ANSSI qui travaille sur un label de sécurisé. C'est une recommandation proposée par l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité de systèmes d'information et qui présente un label de sécurité. En adhérant à ce label de sécurité, on est conscient que on va respecter les guidelines, c'est des recommandations, c'est pas une obligation, c'est une recommandation par l'ANSSI de respecter un minimum de sécurité. Mais pas que, il n'y a pas que l'ANSSI, on a le BSI, le label C5 en Allemagne, comme on a l'ICO au UK, on a tous les pays européens qui ont des agences et qui ont aussi lancé des initiatives même avant la GDPR. Le label de l'ANSSI, le SecNum Cloud, par exemple, il était lancé même avant 2016 avec deux labels, le SecNum Cloud avancé et le SecNum Cloud essentiel, qui était après remplacé, qui a évolué avec la GDPR pour inclure les recommandations de l'Union européenne en matière de protection des données personnelles, et il a évolué vers un label qu'on appelle le SecNum Cloud et qu'on a travaillé les Français et les Allemands ensemble pour faire un label européen. L'ANSSI, elle a travaillé avec la BSI, c'est l'agence allemande de protection des données, qui ont aussi leur label de C5. Donc, ils ont travaillé ensemble, ils ont coordonné pour avoir un label européen. Donc, tout ça pour dire que c'est un monde qui bouge, c'est un monde qui évolue et bientôt, on aura un nouveau label, certification au niveau européen que l'Agence de sécurité européenne, de point de vue global, elle va publier une certification qui va arriver bientôt, qu'on appelle le EU Cyber Security Act. C'est quelque chose qui se prépare, ça va venir et ça va être complément ou la même chose que l'ANSSI ou la C5 allemande. Maintenant, avec ce monde qui change tout le temps, il faut faire les efforts. Il faut que les entreprises investissent dans la sécurité, dans la protection, pour minimiser les risques et contrôler les risques. Donc, comment faire ça? Ça doit passer effectivement et essentiellement par un système de sécurité robuste qui est basé sur les trois principes de la confidentialité, de l'intégrité et la disponibilité de données. Si on arrive
à vraiment avoir un système résilient aux attaques et qu'on a mis toutes les mesures de sécurité, on peut être vraiment compliant avec n'importe quel système ou de standard de sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'Oracle a fait sur ce domaine pour être compliant avec les réglementations européennes, surtout l'ANSI ou la C5? Donc, il faut partir sur deux niveaux, au niveau organisationnel et au niveau technique. Au niveau organisationnel, Oracle, aujourd'hui, elle est organisée par rapport à des domaines. On a des équipes qui travaillent sur l'opération, on a des équipes qui travaillent sur le secteur public, on a des équipes qui travaillent sur les standards de sécurité interne et du produit. Toutes ces équipes ils travaillent ensemble et font des veilles technologiques pour assurer le bon niveau de la sécurité et être compliant et être en conformité avec les lois des pays là où on opère. Donc ça, c'est au niveau organisation. Il faut avoir les équipes en place qui suivent déjà le marché, les évolutions, les nouvelles réglementations qui arrivent tout le temps et avoir des équipes vraiment séparées avec des rôles bien définis. Et ça, c'est déjà en place avec Oracle depuis longtemps. Maintenant, au niveau du développement de produits, aujourd'hui, nous, on propose, Oracle Cloud propose des solutions, des applications. Donc, avant que ces applications, on va voir dernière partie avec Raluca, soient en place, ces applications passent par plusieurs étapes. On passe déjà par le design. On fait, comme on a présenté au module 1, on va respecter le privacy by design ou privacy by default. La confidentialité des données vraiment passe par le code de l'application. Donc, on a des équipes pour bien définir l'architecture et mettre la sécurité au bout et au centre du développement des applications. Avant de passer au codage, là, on a une équipe éthique de hackers, des équipes, c'est ce qu'on appelle ethical hackers, qui vont défier les codeurs, les développeurs d'Oracle, qui sont 100% d'Oracle. On n'externalise pas le développement de nos applications et ça, c'est un atout parce que la sécurité passe aussi par l'humain. Et Oracle elle a choisi de garder la main de bout en bout sur le développement des applications et ne pas externaliser pour minimiser les risques. Donc, on a cette équipe de ethical hackers qui défie les codeurs pour voir s'ils respectent la norme et les pratiques de sécurité d'Oracle. Avant de faire des tests, bien sûr, dans le domaine de la sécurité, on fait des tests dynamiques, des tests statiques pour voir s'il y a des failles de sécurité, s'il y a des vulnérabilités et essayer vraiment d'exploiter ces vulnérabilités. Avant de passer en production, et quand on passe à la production, bien sûr, il y a un suivi derrière. On ne va pas laisser les clients seuls. On va les donner des best practices. On va les donner des guides et des best practices pour mieux configurer cette application, pour mieux protéger cette application de point de vue administration applicatif. Et en même temps, on va les fournir des rapports d'audit qu'on fait d'une manière annuelle, au moins une fois par an, avec les certifications, bien sûr. Donc, si quelqu'un fait une subscription d'une application d'Oracle, il va hériter les certifications qu'on a abouties, nous, Oracle, en tant que data processor. On a des certifications. Le client, il va avoir accès à cette certification. Il va avoir accès aussi au rapport d'audit et aux tests d'intrusion que Oracle mène au moins une fois par an par une entité externe pour démontrer que tous les failles de sécurité sont réglées et sont tracées et que l'application elle est patchée. Donc, aujourd'hui, on a vu que le monde des réglementations change tout le temps. On a des pays qui font des initiatives seuls. Donc, aujourd'hui, avec le cloud public d'Oracle, vous avez toute cette liste de certifications, toute cette liste des rapports d'audit, des réglementations qu'on respecte
Ça, c'est au niveau mondial. Mais si on fait un focus sur la France, donc on va voir, par exemple, la Secnum Cloud, on est certifié BSI C5. En fait, c'est l'homologation avec les Allemands sur la protection et la sécurisation des données. On est certifié C5. Et en même temps, on a la certification STAR Level 2 de CSA. C'est une certification de l'ISO, certification mondialement connue. Et pour le marché français aussi, on est conscient de l'HDS, des données de santé, HDS. Donc, au début de l'année, Oracle France a annoncé qu'on a reçu la certification HDS. On peut héberger des données de santé en toute sécurité sur notre infrastructure. Et HDS, ça reste en fait des recommandations, des guidelines qui sont très proches de l'ISO 27001, de l'ISO 27018, ISO 20000. ISO 27001, 27018, c'est des certifications que Oracle propose avec les applications qui sont déjà là en standard. Et en même temps, on prépare la Cyber Security Act qui va arriver bientôt et que c'est en fait un règlement général européen qui est en préparation avec l'INSA, ENISA. C'est l'agence de protection et de sécurité européenne qui fait cette initiative avec tous les pays membres pour avoir quelque chose uni, convergent, clair au niveau européen. Et nous, Oracle, on prépare cette phase. Et dès que cette réglementation est mise en place, on va travailler pour l'avoir. Bien sûr, sans oublier la RGPD, qui est aussi applicable pour la France. Et nous, avec notre Data Processing Agreement, les engagements que Oracle fait quand vous travaillez avec Oracle, c'est des engagements qu'on a discutés au premier module avec notre DPA. Et avec ce DPA, on dit clairement les responsabilités d'Oracle en tant que sous-traitant et les responsabilités de nos clients en tant que responsables du traitement et comment on est adéquat avec la RGPD. Donc, on a vu les réglementations au niveau mondial. On a fait un zoom sur l'Europe. On avait un zoom sur la France. On a vu que Oracle, elle est déjà compliant et offre la certification C5 homologue du Secnum Cloud français. On a vu comment on prépare pour la réglementation à venir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour donner des preuves? Parce qu'il faut donner des preuves, il faut donner des certifications, il faut donner des rapports. Donc, comment on fait aujourd'hui Oracle avec les clients existants? Donc, comme on a vu, on va suivre et on va accompagner nos clients dans le cloud avec des rapports, avec des certifications. Donc, nous, avec les clients, on va fournir ce qu'on appelle le Trust Pack. Trust Pack, c'est un ensemble de documents certifiants, un ensemble de documents qui permet la transparence des procédures et des pratiques de sécurité d'Oracle qu'on fournit avec nos contrats et qui sont dans la plupart des documents, ils sont déjà disponibles sur notre site web. Vous pouvez par exemple trouver les engagements par rapport à la RGPD, les engagements par rapport à la sécurité des données au niveau applicatif, les politiques de sécurité au niveau de l'organisation, au niveau d'Oracle en tant qu'entreprise, les hosting and delivery policies, là on va définir en fait toutes les mesures de sécurité et les contrôles, d'aller un petit peu plus loin dans la technique pour fournir toutes les mesures de sécurité qu'on fournit avec nos applications. Ça, c'est de point de vue public. Maintenant, on peut aussi fournir avec une NDA avec nos clients le questionnaire de CAIQ. C'est un questionnaire standard qu'utilisent tous les cloud providers dans le monde.
C'est un questionnaire qui groupe à peu près plus que 1000 questions de sécurité. On répond à ce questionnaire et on peut partager les réponses à ce questionnaire avec nos clients pour voir tous les mesures de sécurité et vérifier comment on respecte la confidentialité et la sécurité des données. En même temps, quand vous signez avec Oracle, vous aurez au moins une fois par an les rapports d'audit SOC 1 et SOC 2. C'est des rapports qui décrivent en détail les mesures et les fonctionnalités de sécurité qu'on a mis en place. On va aussi donner à nos clients les certifications. On a parlé de les certifications ISO 27001, 27017, 27018, le CSA Star. On va donner cette certification aux clients et on va aussi donner des documents complémentaires. C'est ce qu'on appelle le SOA, Scope of Applicability. Cette certification, il s'applique sur quel module, sur quel scope, parce que parfois, ça peut pas être clair pour nos clients. Et en même temps, on fournit des documents d'évolution parce que dans le cloud, ça évolue. Aujourd'hui, on a la RGPD, demain, on a la EU Cybersecurity Act. Donc, on va vous fournir une traçabilité, l'évolution des engagements qu'on fournit au fur du temps par Oracle pour respecter et minimiser les risques quand vous travaillez dans le cloud. Donc voilà, dans cette première partie, avant de passer la main à Selim, on a vu comment Oracle adresse la réglementation européenne, comment on adresse la réglementation et les guidelines françaises, et qu'est-ce qu'on peut faire pour nos clients pour les accompagner, être compliant avec la réglementation. Maintenant, on va passer à la deuxième partie que Selim va vous présenter, les innovations que Oracle propose pour respecter les réglementations locales et internationales. Selim? Oui, je t'entends. Alors, je vais partager mon écran. On va voir. Vous voyez mon écran? Oui. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. On va se concentrer sur un des trois grands piliers de la sécurité, qui est celui de la confidentialité. On considère que la confidentialité est quand même, en tant que fournisseur cloud, un des points primordiaux, le plus important des trois grands piliers qui forment la sécurité. La confidentialité, il s'agit en fait de mettre en place des mesures qui permettent à nos clients de s'assurer que uniquement les personnes autorisées ont accès à leurs données. Une brèche de confidentialité correspond à un accès qui ne soit pas autorisé, qui soit passé inaperçu. Et notre approche est de mettre en place justement des mesures techniques qui vont vous donner plus de contrôle sur qui accède aux données. Alors, on a un modèle standard de protection technique. Alors là, on parle de sécurité purement technique. Jusqu'à maintenant, on a vu les mécanismes légaux qui vont s'attacher à protéger la confidentialité des données. Les mécanismes légaux, le RGPD, les BCR, on a vu ça la semaine dernière, vont protéger contre tous les accès illégaux. Contre tous les accès illégaux. Les accès illégaux non autorisés, on va mettre en place des solutions techniques qui vont renforcer ce contrôle, cette visibilité de qui accède à quoi. Alors, dans un premier temps, je vais juste décrire le modèle standard. On définit notre cloud comme étant une zone extrêmement sécurisée qu'on appelle un bastion, dans lequel on va déployer des environnements clients. À la base, vous, en tant que client, vous allez nous demander d'accéder à votre application. Donc, vous allez accéder à l'application que nous mettons en place, l'application de type ressources humaines, ERP, etc. Nous allons la déployer dans cet environnement, dans cette zone sécurisée. Et vos utilisateurs, vous en tant que client, allez accéder à cette application à travers un seul protocole qui est le HTTPS, qui est de nature sécurisée pour tous les transferts à travers Internet.
Et d'un coup, vous allez voir que les données que vous allez traiter ne sont plus dans votre giron, dans votre data center, mais elles vont être déportées dans notre infrastructure. On va donc avoir vos données qui sont traitées, qui sont stockées dans l'infrastructure d'Oracle. Le fait de découpler, ça va déjà sécuriser énormément puisque on sait très bien que un des points faibles en ce qui concerne le vol de données ou l'accès illégal aux données provient de l'interne. C'est-à-dire que ça va être soit des programmes, soit des personnes mal intentionnées qui vont accéder et qui vont faire une opération malveillante sur vos données, soit les détruire, soit les chiffrer, soit tout simplement les voler. À partir du moment où vous déportez la base de données, l'entité qui contient toutes vos données, que vous les déportez dans un environnement tierce et que vous sécurisez le lien entre, avec un lien extrêmement simple qui est le HTTPS qui ne permet jamais d'avoir accès à la base de données arrière, vous avez déjà un niveau de sécurité supplémentaire et vous allez être protégé contre des attaques du style malware, rançongiciel ou pompage de données illégales. Donc, notre but est vraiment de mettre en place une application. Derrière cette application, il va y avoir une base de données et vos clients vont travailler sur l'application. Ils ne vont pas travailler directement sur la base de données, ils vont travailler sur l'application. Vous allez avoir deux types d'utilisateurs, les utilisateurs courants, mais peut-être des développeurs qui, eux, vont travailler sur une copie de la base de données. Et là, on a un premier niveau de sécurité qui consiste à masquer toutes les données sensibles, les données qu'il faut absolument protéger. On va créer une copie de cette base de données de production en masquant ces données sensibles, de sorte que vos développeurs, éventuellement qui sont externes ou qui ont accès à des opérations qui sont un peu plus contraignantes, elles ne pourront pas avoir accès aux données de production. Donc, un premier niveau de sécurisation ici. On a déjà vu le niveau vert, le trait vert qui correspond à l'accès direct et à travers un protocole bien connu de HTTPS sécurisé par défaut. Mais on peut rajouter une couche de protection. Si vous estimez que éventuellement vous pourrez être victime d'un vol d'informations à travers le réseau Internet, on peut sécuriser ça à travers des offres additionnelles de notre cloud, en mettant en place un VPN par exemple, ou en restreignant les adresses IP qui peuvent accéder à votre application. Un autre niveau de protection, c'est s'assurer que les bons rôles, les bons accès, les bons privilèges sont attribués aux bonnes personnes au sein de votre organisation. Là encore, un niveau de protection qui est totalement sous votre contrôle et qui va empêcher les mauvaises personnes à accéder aux bonnes données. Et Raluca va nous en faire un exemple. Donc, une fonctionnalité extrêmement riche qui est proposée par défaut avec les applications cloud. C'est ce qu'on appelle une console de sécurité et qui va vous donner une vue globale des accès, qui va intégrer des outils d'analyse de répartition des rôles et des privilèges et avec comme but évidemment d'avoir un contrôle total de quels utilisateurs accèdent à quel type de données. Les données dans la base de données sont bien sûr chiffrées par défaut et la clé de chiffrement, disons, est elle-même chiffrée, stockée dans un module de sécurité séparé. Okay. Ensuite, vos utilisateurs, votre organisation va interagir avec Oracle pour reporter des soucis, des bugs, des demandes d'amélioration. Ils vont s'interagir avec le support Oracle. Le support Oracle, lui, n'a jamais accès à votre environnement. Il aura accès à des outils, des dashboards de monitoring, éventuellement, de métriques, mais à aucun moment, il y a un chemin d'accès entre le support Oracle et votre environnement. Par contre, ils peuvent escalader des soucis et dans ce cas-là, ils vont faire appel à une autre équipe Oracle des opérations qui, elle, a la possibilité de faire des opérations sur votre environnement pour corriger des soucis. Alors évidemment, ce lien bleu est un lien extrêmement sécurisé par l'authentification forte, mais aussi d'autres mécanismes. On ne va pas aller dans les détails, mais il s'agit de vérifier que la bonne personne a le droit d'accéder à ce réseau, au bon environnement, qu'il utilise un chemin d'accès qui est validé, autorisé,
qu'il utilise un équipement qui est aussi vérifié, autorisé avant de pouvoir accéder. Et puis, toute l'activité est elle-même loguée dans un système central de gestion des logs de type sécurité. Voilà. Donc là, on est dans un modèle de base standard qui satisfait la majorité de nos clients. Alors évidemment, chacun de ces points est sujet à un audit. Hein, c'est ce qui est contenu dans nos audits de type SOC rapport. Et ils sont aussi validés, certifiés à travers les certifications ISO. Et donc, on peut apporter la preuve du bon fonctionnement, de la bonne implémentation de ce système. Ceci dit, certains de nos clients sont plus exigeants et demandent des contrôles additionnels sur l'accès aux données. Et à cela, alors on va parler de deux innovations qui sont là depuis environ 2 ans, une qui est depuis 2 ans, une qui est arrivée cette année. La première, qui consiste à restreindre les équipes opérations qui peuvent éventuellement gérer votre environnement, qui peuvent avoir accès à votre environnement. On est capable de restreindre cette équipe. De base, l'équipe opération est une équipe située dans le monde entier, hein, avec trois grands services. Mais on est capable de restreindre et de dire, eh bien, uniquement le personnel situé en Europe a le droit d'accéder à votre environnement. Et ce droit est un droit qui est renforcé par des systèmes de sécurité. Il ne s'agit pas juste un droit organisationnel, mais c'est aussi technique avec une mécanique derrière de vérification de où se situe la personne physiquement, à quel bureau Oracle est-elle rattachée, et la contrainte est que cette personne des opérations doit être en Europe et doit être un employé d'une filiale Oracle européenne pour pouvoir être autorisé à accéder à l'environnement qui vous est destiné. Donc, première innovation de type sécurité, nos concurrents n'ont pas ce type d'approche, pas dans un cadre SaaS en tout cas, et qui satisfait quand même pas mal de clients dans des domaines sensibles, les domaines de type finance ou du secteur public. Voilà, donc c'est la première option. La deuxième option est un autre système de sécurité que l'on appelle Break-Glass et qui va encore une fois de plus renforcer ce lien bleu. Et de quelle manière? Eh bien, il va donner à votre équipe sécurité un plus grand contrôle sur l'autorisation d'accéder à votre environnement. C'est-à-dire que votre équipe sécurité va être dans la chaîne de décision, d'approbation à l'accès à votre environnement. Ce système, encore une fois, qui est un système de gestion des privilèges élevés, en fait, va vous donner deux possibilités. La première est d'auditer les accès. Quels sont les accès qui ont lieu depuis les 3 derniers mois à mon environnement? Et donc, vous allez voir tous les accès qui ont eu lieu, pour quelles raisons, de quelle heure à quelle heure, et de quelle manière est-ce qu'elle a été approuvée. Et la deuxième option est celle d'approuver les accès. À savoir que si une personne des opérations décide pour une raison ou pour une autre de type technique, pour résoudre un problème, d'avoir accès à votre environnement, eh bien, votre équipe sécurité sera dans la chaîne d'approbation. Elle devra approuver ou non l'opération qui est demandée. Et là, il y a tout un workflow qui est mis en place pour que votre équipe sécurité approuve ou pas une certaine opération. La deuxième, ou la troisième plutôt, fonctionnalité de ce Break-Glass, c'est qu'il va vous donner un contrôle sur la clé de chiffrement. Cette clé principale de chiffrement va être sous votre contrôle, c'est-à-dire vous allez pouvoir y accéder, vous allez pouvoir la modifier, vous allez pouvoir la sauvegarder, l'échanger, et votre équipe sécurité, encore une fois de plus, va être sous ce contrôle-là. Voilà. Donc, ces deux grandes familles de produits sont des offres additionnelles dans les cas où on a des environnements très sensibles ou alors qu'une régulation, une législation vous impose d'avoir un contrôle strict de l'accès aux données.
Célim, on a une petite question. Oui, allons-y. On a une question concernant si on peut restreindre l'accès à un pays européen. Donc, c'est clair que la restriction, c'est pour l'Europe, Ouais. mais est-ce qu'on peut restreindre pour un pays identifié ou… Alors, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, l'offre que l'on propose, ça s'applique à la juridiction européenne. Étant donné que il n'y a pas de texte au sein de l'Union européenne, il n'y a pas de texte de loi qui impose un accès uniquement dans un pays. Donc, on s'est aligné sur l'impératif européen. Alors, évidemment, on peut avoir une approche au cas par cas et on est évidemment ouvert à des discussions, mais en standard, l'offre que l'on propose en standard, c'est-à-dire l'offre industrialisée, est celle que j'ai présentée, qui restreint l'accès européen. Par contre, la clé maître, donc ça reste sous le contrôle du client. Il peut changer à tout moment cette clé, il peut gérer la cycle de vie. Donc, exactement. Et ce sont deux offres, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, on peut très bien souscrire à l'une sans souscrire à l'autre. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas les questions. Non. Non. Donc, pour le moment, non. En tout cas, moi, c'était une vue très, très haut niveau et très rapide de ces deux fonctionnements parce qu'on veut vraiment laisser du temps sur la partie démo. On peut très bien rentrer dans les détails hein, de la manière dont c'est implémenté, la manière de contrôler, de gérer. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez plus d'informations sur ce type d'offre. Une autre façon, encore une fois, de protéger la confidentialité des données, c'est sous notre façon de déployer le cloud. Voilà. Alors, on a une offre de déploiement. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu l'offre juridique, disons, la semaine dernière, les offres techniques avec Breglass et l'accès restreint européen. On a aussi une façon de déployer le cloud, le véritable cloud, tel qu'il est connu dans le cloud public, de différentes manières. Alors, au début, vous avez certainement des applications qui sont dans votre data center, sous le contrôle de vos équipes, de vos équipes data center, etc. Donc là, j'ai représenté certaines machines Oracle, comme l'Exadata. C'est le modèle qu'on connaît bien, pré-cloud, jusqu'à aujourd'hui. On a aujourd'hui l'offre public cloud, où on peut déployer vos applications, votre workload sur le cloud standard public, dans un de nos data centers. Donc, on les avait présentés la dernière fois en Europe. Il y en avait plusieurs. Vous choisissez votre data center et vous déployez votre application ou vous souscrivez à une application toute faite de type SaaS. On peut aller plus loin dans le cadre où vous voudriez avoir les bénéfices du public cloud, c'est-à-dire tout ce côté de on-demand, de flexibilité, etc., mais déployé dans votre propre environnement, dans votre propre centre de calcul. Alors, certains de nos clients extrêmement sensibles dans la défense peuvent demander ce type de déploiement. Et, OK, moi, je veux du cloud. Je ne veux pas gérer mon application. Je veux que ce soit géré entièrement par Oracle. Je n'ai pas besoin d'avoir accès aux bases de données, etc. Je veux juste l'application. Eh bien, on est capable de la déployer au sein du centre de calcul de notre client. On a un modèle pur SaaS, d'accord? Et on a un modèle qui est beaucoup plus gros et qui inclut toute l'offre cloud d'Oracle. Pas uniquement le SaaS, mais l'infrastructure, la plateforme. Et encore une fois, exactement la même utilité, le même modèle de facturation, le même modèle de gestion que le cloud public, sauf que ce sera déployé au sein de votre propre centre de calcul. Voilà, donc, ce sont les quatre grandes classes. Oui. Célim, on a une nouvelle question concernant les données sensibles, les données, on a vu ça avec les banques, des données des initiés ou pour des secteurs un petit peu plus sensibles, la défense ou secret défense. Donc, est-ce que par exemple ces offres-là, SaaS at Customer ou le Dedicated Region, est-ce que ça répond à ce challenge? Alors, ce type de déploiement vont répondre aux exigences les plus élevées en termes de contrôle de l'accès aux données, évidemment. Alors, il y a un coût derrière, puisque ça ne va pas être… il y a quand même une infrastructure à déployer, mais on la positionne, on la propose
dans le cadre de nos clients les plus exigeants en termes de confidentialité des données, de sensibilité des données, éventuellement de ce côté secret d'accès aux données. Donc oui, c'est exactement pour ces raisons-là que l'on a développé ces types de solutions. Ça répond à la question? Oui. La question, c'était Ouais. pour savoir si on a une offre qui répond à stocker des données de type confidentiel défense ou secret défense. Donc, Voilà. effectivement. Alors, on va toujours étudier déjà, lorsqu'on discute avec nos clients, on va toujours commencer par ce côté public cloud et puis détecter les divergences qu'il y a. Il se pourrait qu'il y ait, pour certains types de données, que le public cloud soit acceptable. Et puis, s'il y a des divergences, eh bien, on va aller vers l'autre approche, le SaaS at Customer. Et s'il y a encore plus de divergences, on peut aller vers la plus grosse offre, la Dedicated Region. En fait, c'est le type de discussion que l'on a avec nos clients pour définir quel est le meilleur modèle de déploiement d'un point de vue coût, sécurité, accès aux données, confidentialité. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas en tout cas à venir vers nous pour aller plus dans les détails. Évidemment, là, c'était juste un aperçu. Je vais donner la main à Raluca parce que c'est la partie quand même la plus intéressante, qui est interactive. Et voilà. Alors, Raluca, est-ce que tu arrives à prendre la main? Oui, un moment s'il te plaît. Je vais commencer à partager mon écran. D'accord. Très bien, on est au niveau. Parfait, super, merci. Bonjour à tous. Alors, pour les dernières, disons, 20 minutes de notre session d'aujourd'hui, je vais vous présenter un petit case, un petit user case. Dans la vraie vie, d'un responsable qui travaille avec le cloud Oracle. Et en effet, nous allons commencer en pensant un petit peu à tous les éléments auxquels on doit réfléchir aujourd'hui. Il s'agit de la confidentialité des données, la sécurité des données, la RGPD. Et en effet, je me rappelle qu'il y a 2 ans, quand la problématique de RGPD est arrivée, tout le monde pensait aux amendes, tout le monde pensait à tous les changements qu'ils doivent faire dans leur développement, leur process. Et je me rappelle même une analogie avec le grand méchant loup. Non, dans certains points de vue, on pensait, on s'imaginait toute la problématique de la sécurité et la confidentialité des données comme le grand méchant loup. Et en effet, moi, j'ai pensé après à l'histoire des 3 petits cochons. Parce que nous avons le premier petit cochon qui perd sa petite maison en paille, le deuxième qui perd sa maison en bois parce que le grand méchant loup, en soufflant, arrive à les démolir. Mais il prend un refuge dans la maison du 3e petit cochon qui a construit une belle maison en briques, une maison solide avec une fondation robuste qui a résisté à toutes les attaques. Et en fonction de la version d'histoire que vous connaissez, vous savez peut-être que le grand méchant loup ne les a plus jamais dérangés. Et c'est un petit peu dans cette perspective que nous avons construit notre cloud. Toutes les fonctionnalités sont là pour vous permettre d'avoir une fondation solide, robuste au niveau de la sécurité et de la confidentialité de données. Mais dans le même temps, vous avez également les instruments pour vous développer, pour changer vos process et même des outils supplémentaires pour faire du design en respectant toutes les nouvelles réglementations. Et en effet, dans cette dernière partie, c'est de ça que nous allons discuter. Donc, mes collègues, ils ont déjà parlé du accès utilisateur, donc le user access, et la distribution, la séparation des responsabilités. Et ces 2 premiers points sont une partie by default de toutes les solutions Oracle au niveau du cloud. Et après, je vais vous présenter également un outil supplémentaire qui s'appelle Advanced Controls et qui vous permet de faire un design sécurité de vos process, qui vous permettra de lancer des questionnaires et des process de certification de l'accès des utilisateurs dans les variées parties de l'application. Mais nous allons démarrer avec la fondation, c'est-à-dire la séparation des responsabilités
et l'accès de l'utilisateur. Toute la plateforme cloud d'Oracle est construite sur un règlement international, sur un standard international qui s'appelle le Role-Based Access Control. C'est-à-dire, chaque utilisateur est défini en fonction, l'accès de chaque utilisateur est défini en fonction de qui, quoi et quelles données. C'est-à-dire, en fonction de mon rôle dans l'entreprise, je vais avoir la possibilité de visualiser une certaine catégorie de données et je vais avoir la permission, la possibilité de réaliser uniquement certaines transactions. Et aujourd'hui, dans la démo, dans l'application, je vais vous montrer le cas d'un responsable RH. Ça va être très simple pour vous de travailler avec la plateforme Cloud Oracle parce que chaque module, donc la RH, HCM, ERP, Supply Chain, CX, tous arrivent avec des rôles qui sont déjà prédéfinis. Ce lien que vous voyez là, c'est un lien public et vous pouvez aller en ligne pour consulter ces rôles prédéfinis. Comme vous pouvez voir ici sur la gauche, il y a pas mal juste pour la partie RH. Donc, il n'y aura pas tout ce travail supplémentaire à faire pour définir quels sont les attributs, quelles sont les permissions. La fondation, elle est déjà définie dans la plateforme. Et ça vous aide dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, au quotidien, parce qu'un manager, il doit avoir un accès différent d'un employé. Non? Parce que le manager, il doit avoir aussi accès à données de ses équipes. Il doit aussi avoir la possibilité de réaliser des transactions connectées avec ses équipes. Même si nous parlons du même rôle et du rôle RH, et j'ai vu tout à l'heure une question qui était la même, mais au niveau de l'opérationnel. Donc, un RH, il peut avoir des responsabilités uniquement sur un pays. Donc, un RH pour le Royaume-Uni, un RH pour les pays du reste de l'Europe ou pour la France. Ça signifie que même s'ils ont le même rôle, ils sont tous les deux RH, les données qu'ils ont à disposition et les transactions qu'ils peuvent faire seront différentes. Et tout ça, c'est très facile à définir au niveau de cette console de sécurité qui a mentionné Céline tout à l'heure et que je vous ferai voir dans la partie démo. Donc, nous allons nous lancer alors dans la partie démonstration. Et nous allons démarrer avec un employé. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'image. Donc, voici un employé qui a accès à des actions rapides qui correspondent à son rôle. Donc, les données personnelles, ses données personnelles à lui, son annuaire, son histoire talent. Et il a même défini ses préférences pour un menu en français parce que la plateforme appuie tout ça. De l'autre côté, sa chef, son manager, elle a son espace personnel avec ses propres données personnelles, son historique talent, mais elle a aussi un espace supplémentaire pour les activités de ses équipes. Donc, elle peut aller visualiser les contrats d'embauche, mais uniquement de ses équipes. Si nous allons plus loin avec un responsable RH, déjà ici avec Richard, notre support user au niveau de la RH, il a beaucoup plus de possibilités. Il a ici son espace RH où il peut travailler sur tous les modules. Et imaginons qu'il y a un nouveau RH qui a été embauché et on doit être certain qu'il a l'accès correct parce que les rôles sont hérités dans la plateforme. C'est-à-dire si on est embauché en tant que responsable RH, on recevra toutes les permissions et tous les droits d'accès qui correspondent à un responsable RH. Mais est-ce qu'il a vraiment tout ce qu'il lui faut? C'est très facile à vérifier. Donc, je vais le chercher rapidement, ce nouveau collègue. Et vous voyez que j'ai la possibilité de voir les employés. Je vais sur ces périmètres de responsabilité. Et en tant que le super RH, le super utilisateur, je peux voir exactement quel est son périmètre de responsabilité. Donc, il a toutes les permissions qui correspondent à un rôle de responsable RH pour l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne, la France et la Belgique. Si je considère qu'il y a un pays de trop, je peux très facilement l'effacer. Et ce principe correspond aussi aux autres modules, pour revenir à la question de tout à l'heure. Si j'ai besoin d'élargir son périmètre de responsabilité, peut-être même au niveau temporaire, non, pour quelques semaines, tant qu'un autre collègue est en vacances, je peux facilement ajouter une responsabilité.
Et vous voyez ici que peut-être je peux même lui donner une responsabilité partagée. Donc, je ne lui confie pas toutes les responsabilités, toutes les permissions d'un rôle, peut-être juste une partie. Peut-être que j'ai besoin de lui qui nous aide avec l'embauche, donc en tant que responsable embauche pour un mois en Italie. Et je peux ajouter ce type de responsabilité. Très facile, très intuitif à gérer parce que tous les rôles, tous les privilèges sont déjà prédéfinis dans le système. Il faut tout simplement que vous les mettez ensemble en fonction des besoins de votre entreprise. Si j'ai besoin de savoir plus, comprendre, mais qu'est-ce qui est vraiment inclus dans cette responsabilité des Human Resources Representatives, qui peut vraiment faire l'embauche? Parce que faire une embauche, donc créer un nouveau employé, c'est vraiment un procès très important qui peut définir après la paye, les pointages. Donc, c'est vraiment un procès, on peut dire, essentiel. Donc, où on a ces privilèges dans l'entreprise, c'était facile à découvrir. Je vais utiliser la console de sécurité qui a mentionné Céline tout à l'heure. Donc, je cherche tout simplement la console. Vous voyez ici, j'ai aussi tous les procès qui sont connectés avec la sécurité. Moi, j'irai directement dans la console. Et ici, je peux voir tous les rôles, tous les utilisateurs, les certificats, donc tout ce dont j'ai besoin. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quels sont les rôles qui ont le privilège, ont la possibilité de faire une embauche, donc d'embaucher. Je vérifie tous les utilisateurs et les voyez. Voilà. Donc, je vois que dans tout ce qui est Human Resources Specialist, donc le rôle qui a Christian, il a aussi la possibilité d'embaucher, de faire une embauche. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter rien d'autre. Vous voyez, c'est très simple, c'est très facile à gérer. Donc, nous avons vu tout ça avec Richard, un responsable RH. Nous avons vu ensemble le Role-Based Access Control, donc le RH, le manager et l'employé. Chacun d'entre eux s'est connecté au système avec le même entry point, le même point d'accès, mais leur visibilité et leurs permissions ont été différentes en fonction de qui ils sont, le rôle qu'ils ont dans l'entreprise et les données qu'ils ont le droit d'accéder, visualiser et de manipuler dans notre entreprise. Who, What, Which, c'est vraiment la fondation de la plateforme Cloud d'Oracle. Et vous avez vu facilement les premiers 2 points, la séparation de responsabilité et en fait l'entry point, le user access. Pour la dernière partie, je vais changer d'utilisateur et nous allons découvrir ensemble un instrument, un outil un peu plus nouveau et plus complexe qui vous permet déjà de faire toute la partie de certification d'accès, qui vous permet de suivre l'approche de vos employés au niveau de politique et procédure RGPD. Et très, très important, vous permet de faire un design intelligent de rôle et de la sécurité. Comme je vous ai déjà expliqué, vous allez recevoir la plateforme Cloud d'Oracle avec des rôles prédéfinis, mais avec cet instrument, vous pouvez faire un design, vous pouvez projeter les rôles même avant d'implémenter la plateforme. Donc, vraiment faire une fondation très robuste pour construire une maison solide et ne pas et se protéger contre le grand méchant loup. Alors, je vais me connecter avec Monsieur Philippe Kent, qui est un responsable d'audit interne. Et vous voyez que son dashboard, il est un peu différent. D'accord? Il a d'autres. Son rôle lui permet d'avoir accès à d'autres parties de la solution. Il a par exemple même des rapports où il peut suivre. Vous voyez ici sur la gauche tous les incidents d'accès, tous les incidents connectés avec la RGPD, l'accès des certifications, donc parce qu'on certifie les variés utilisateurs. Il peut monitorer tous ces rapports et il peut aussi faire une analyse au niveau de la ségrégation des responsabilités. Donc, pour voir s'il y a par exemple des rôles qui sont dupliqués ou une personne qui peut-être a trop de permissions malgré son rôle. Ça, c'est très facile à monitorer et à tracer avec cet instrument. Basiquement, vous avez un tool d'audit qui fait le monitoring permanent de la solution pour voir s'il y a des risques.
Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller dans Risk Management, c'est ça notre outil. Je vais aller dans la partie Advanced Controls et vous voyez déjà sur l'écran qu'il y a plein de process, plein de fonctionnalités que vous pouvez utiliser. Cet instrument est disponible pour la partie HCM, mais il est disponible également pour la partie ERP, donc pour la partie finance, parce qu'en effet, quand on parle de process et quand on parle de réglementation et de la sécurité des données et de process, normalement, la RH et la partie finance vont ensemble. Quand je vais dans la partie Advanced Controls, j'ai la possibilité de voir tous les contrôles que j'ai lancés dans le système. En effet, sont des notifications. Donc ça, c'est tous les process qui sont monitorisés. Je vois par exemple des process liés avec la paie. Je vois des process liés avec la partie procurement. Je vois des process liés avec la partie financière. Donc, tout ça, c'est des notifications. Je vois ici, par exemple, un risque au niveau de la transaction ou des risques au niveau d'accès. Ce qui m'intéresse, c'est de vérifier tout d'abord les modèles. Et en effet, quand on vous offre cette solution, on vous la met à disposition avec des modèles. Donc, déjà, des modèles qui sont entraînés à analyser le système, analyser les données et les transactions pour identifier des potentiels risques et en effet du vol ou de la fraude. Donc, je lance tous mes modèles et en lançant tous mes modèles actifs pour la partie HCM, je peux voir tous les conflits. Vous voyez ici des privilèges au niveau de la paie. Vous voyez ici du monitoring au niveau de la certification des accès. Et on voit le plus important, le plus commun, du monitoring au niveau des permissions, au niveau de la paie et des pointages. Pourquoi est-ce que ça c'est important? Bon, parce que sur la base de retour de nos clients, en effet, tous ces modèles de monitoring ont été définis en fonction du retour reçu de nos clients. Ces points d'entrée, c'est le plus commun élément pour se retrouver avec du vol dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un utilisateur qui a la permission de définir le pointage des employés, qui peut créer des employés et qui peut aussi payer les employés. Donc, imaginez, ça c'est très souvent malheureusement, imaginez quelqu'un qui a la permission de créer un employé fictif, de définir un pointage fictif, lancer sa paye, définir un compte bancaire pour faire la paye, et en effet, comme ça, il peut voler l'entreprise. Dans le même temps, nous avons aussi des cas qui nous ont été commentés où des utilisateurs ont la possibilité de modifier le pointage en ajoutant des heures supplémentaires et dans le même temps de modifier les données de la paye en ajoutant un compte supplémentaire. Donc, la valeur correspondante aux heures supplémentaires est versée dans ces comptes bancaires qui ne correspondent pas à l'employé finalement. Et cet outil, ces modèles vous alertent sur le potentiel de cette situation, c'est-à-dire des permissions et une combinaison des rôles qui peut créer des problèmes et peut générer de vol. Donc, nous allons monitorer surtout cet élément-là. Donc, j'ouvre un diagramme qui me permet d'explorer toutes les permissions. J'ai plus de détails. Donc, quels sont les points d'entrée dans le module Time and Labor et dans le module Pay? Je vais vérifier chaque point d'accès et vous voyez qu'il y a pas mal de points d'accès. Donc, tout ça, c'est des points où l'utilisateur peut rentrer dans la solution et faire des modifications. Et quand je vois les résultats, je vois qu'il y a plus de 100 000. Et je peux voir tous les utilisateurs, d'accord, tous les utilisateurs qui ont cette combinaison de privilèges. Et c'est très simple. Je peux voir est-ce que c'est un employé, est-ce que c'est un responsable RH, de quel groupe fait-il partie. Donc, c'est quelqu'un qui gère la paie, c'est quelqu'un qui gère les présences. Quels sont les rôles avec lesquels il a un conflit? C'est un privilège, c'est le nom. Donc, je peux monitorer, je peux investiguer tout ça. Je veux donc quelqu'un qui fait la calculation de la paye, mais dans le même temps, a aussi accès à la partie pointage. Donc, quelqu'un qui fait le calcul de la paye peut également modifier les pointages. Normalement, ça, c'est quelque chose que je dois discuter avec
le responsable sécurité et le responsable RH parce que je ne considère pas que ce soit normal. Et je vois ici le problème parce qu'il y a beaucoup pour ce même utilisateur. Donc, on peut investiguer vraiment la situation de cet utilisateur. On analyse son rôle. Ça, c'est l'utilisateur, les rôles prédéfinis et tous les privilèges qu'on lui a donnés de manière complémentaire. Peut-être qu'on lui a donné un peu plus. Et je vois qu'il y a un overlap à un certain moment. Donc, peut-être qu'il faut tout simplement que j'élimine un certain privilège parce qu'il n'en a pas besoin de celui-là. Et toute cette partie du modeling, vous voyez aussi quelles sont les transactions. Donc, on peut voir les pointages accès au pointage des employés. Il peut aussi faire le pointage pour l'employé et peut aussi ajouter des absences pour l'employé dans le calendrier. Donc, ça, je considère que ces deux privilèges-là ne sont pas nécessaires pour une personne qui est RH, qui a le rôle de responsable RH. Donc, c'est comme ça que je peux faire l'analyse et c'est comme ça que je peux identifier de potentiels points d'entrée qui peuvent créer des problèmes d'incidents de sécurité et même de vol. Une fois que j'ai fait ça, je veux vérifier les certifications d'accès. Je reste dans la même console, mais cette fois-ci, je vais dans la partie certification et je vois ici tous les process de certification que j'ai lancés dans l'entreprise pour les parties finances, pour la partie HCM, pour la partie gestion des données personnelles. Un autre élément très, très important, je vois le pourcentage de réalisation de toutes ces activités et je vois aussi le deadline, la cadence. Je vais analyser la partie analyse RH parce que c'est connecté avec l'incident que j'ai analysé tout à l'heure. Et je vois que la majorité sont en train de faire cette analyse et cette certification. Il y a quasi 100 personnes que je dois éliminer du groupe. Donc, trop de privilèges, trop de personnes qui ont ce type de privilèges. Et ça, c'est comme une version summarisée de tout ce qu'on a vu tout à l'heure, où je peux vérifier quels sont les utilisateurs. Je peux ajouter un exemple de mon rapport pour avoir l'évidence, pour avoir un historique de toutes nos activités de certification. Je peux également ajouter des commentaires une fois qu'on a fait cette investigation. Et l'information sera toujours mise à jour. Je peux également lancer des surveys, des questionnaires pour m'assurer que tout le monde a bien compris et accepté nos politiques de confidentialité et sécurité de données. Cette partie-là a été très populaire après la RGPD parce que toutes les entreprises ont changé leur politique, mais il leur fallait également un moyen de garder au dossier, d'avoir l'évidence que les employés ont compris ces nouvelles politiques et qu'ils les ont acceptées. Donc, en utilisant cette fonctionnalité de survey, vous pouvez en effet lancer des questionnaires pour la RGPD, pour tout type de politique et de process. Vous voyez ici plusieurs exemples, celui-ci pour la RGPD. On a aussi pour la partie de communication. Je vais investiguer celle-là. Donc, je vais créer des questionnaires avec des questions que je peux définir dans l'application sans problème. Et après, tous ces questionnaires, je peux les lancer à un public, à des employés. Je peux lancer ces questionnaires à tous les employés. Ils recevront une notification ici dans l'application ou je peux choisir uniquement certains employés, peut-être que ceux qui sont impliqués peut-être que ceux qui dans leur travail manipulent beaucoup les données personnelles des employés. Je vais vous montrer un exemple. Nous avons ici le cas d'un employé, Ian, qui en effet reçoit ici ce type de notification et il va dans son outil de risk management, lui fait partie de notre équipe de sécurité, il va dans la partie surveys, il a ces deux questionnaires qu'il doit réviser, il a des questions, il répond à toutes les questions.
et après, il envoie le questionnaire. Et le responsable audit, le responsable sécurité a ses réponses. Donc ça, c'est une modalité pour vous de recevoir cet acknowledgement, d'avoir la confirmation que tout le monde a pris connaissance des politiques et des procédures et qu'il s'engage à les respecter et à les mettre en œuvre. Après, vu qu'on est toujours dans la plateforme RH, je fais le questionnaire, mais je considère quand même qu'il y a des éléments qui me manquent, donc peut-être une petite formation, savoir un peu plus. Donc, ce que je peux faire de même écran, parce qu'en effet, on est dans la même solution, c'est une plateforme cloud intégrée. Je vais dans mon espace personnel en tant qu'employé, parce qu'avant de travailler dans l'équipe de sécurité, je suis un employé et dans mon espace personnel, qui est très similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure pour nos autres utilisateurs, je vais dans la partie formation, je vais dans le catalogue de formation et je cherche du contenu lié avec la partie compliance dont parlait Jean tout au début. Je trouve une formation et je fais une formation pour m'aider à comprendre quelles sont les priorités de notre entreprise, quelles sont les politiques, quelles sont les procédures. Et avec ça, j'ai fini la partie démo, juste pour faire un petit récap. Donc, dans ces quasi 20 minutes, on a vu ensemble une plateforme cloud qui a comme fondation un standard international, le Role-Based User Access Control, qui définit ce qu'ils peuvent faire et voir les utilisateurs au niveau des données en connexion avec le rôle qu'ils ont dans l'entreprise. Vous avez vu aussi comment vous pouvez définir la séparation des responsabilités pour les utilisateurs. Vous avez vu la console de sécurité qui vous permet de voir les rôles et les privilèges et qui sont les utilisateurs qui ont les variés rôles et privilèges. Et après, nous avons découvert ensemble un instrument plus avancé, l'Advanced Controls, qui vous permet d'identifier les potentiels risques, qui vous permet de monitorer votre application si jamais il y a des erreurs au niveau de la définition des rôles, des permissions et des privilèges, et qui dans le même temps vous permet de monitorer, disons, l'acceptance de vos politiques et procédures de sécurité au niveau de votre entreprise. Et avec ça, Jean, dis-moi s'il y a des questions. Merci Raluca, c'était très clair. Maintenant, si vous avez d'autres questions ou plus de précision, on est à l'écoute. Ouais, juste pour préciser, ce que Raluca nous a démontré ne s'applique pas que à la partie ressources humaines, mais cette console de sécurité est aussi disponible dans d'autres logiciels tels que le cloud ERP ou une autre gamme de gestion des clients. Donc, c'est un socle commun à plusieurs offres qui sont implémentées peut-être de façon différente en fonction du métier, mais qui sont vraiment au cœur de la gestion des utilisateurs, la gestion de la confidentialité, éviter le vol d'informations ou l'accès illégal et non autorisé à des informations au sein de votre propre équipe, de votre propre organisation, et qui complète ce que j'ai montré, qui est assurer la confidentialité des informations qui pourraient venir d'acteurs externes. Voilà. Donc, c'était une offre totalement globale avec des mécanismes légaux, juridiques, comme on l'a vu à la première session, des mécanismes techniques, organisationnels, comme on l'a vu aujourd'hui, ainsi que des fonctionnalités intégrées aux applications que l'on propose. Et de cette manière, eh bien, on peut englober tous les risques inhérents à déployer ce type d'application. Là, je pense que ça termine cette session. On voulait avoir votre avis sur cette session. S'il y a certaines parties justement sur lesquelles il faudrait revenir ou développer un peu plus. Et donc, on est à l'écoute de ce groupe pour avoir soit des préconisations, soit du feedback. Sabine, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup
pour cette présentation. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, je pense que c'est important sur ces sujets-là d'avoir des présentations en français. Donc, merci beaucoup pour vos efforts sur le français qui étaient parfaits. Parce qu'effectivement, c'est des notions qui sont quand même pas évidentes. Alors, certainement encore moins pour vous enfin, pour moi que pour vous, parce que moi, je n'utilise pas les produits Oracle pour mon propre compte. Mais voilà, je pense que c'était important que ce soit en français. Si effectivement, après le webinaire, vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me les transmettre et je les ferai suivre à Jean, Célim, Raluca et le quatrième intervenant, dont j'ai perdu le nom. En tout cas, les présentations seront postées sur le portail des clubs et le replay sera également disponible sur la chaîne YouTube des clubs. Voilà, est-ce que vous avez des points particuliers? Est-ce que vous avez apprécié cette présentation? Non, personne n'a envie de dire un petit mot? Si, Denis Santin de Naval Group, c'était très intéressant. Merci beaucoup hein, pour cette présentation et cette démonstration. C'était très intéressant. Ça, comment dire, ça éclaire un certain nombre de points. On se pose beaucoup de questions en ce moment sur ces notions de confidentialité, en particulier effectivement dans un contexte de données sensibles. Donc, ça éclaire un certain nombre de points. Bon, on n'a pas encore levé toutes les barrières pour pouvoir aller vers ce genre de solution, mais voilà, au moins on progresse. Tout à fait, oui. Merci Denis. Non, mais vous avez tout à fait raison. On estime qu'on arrive à couvrir 99,9% des cas d'usage auxquels on est confronté. Il y a toujours des cas spécifiques avec des données hypersensibles ou une législation qui empêche justement de transférer entre guillemets les données vers un tierce. Mais petit à petit, au fur et à mesure du temps, c'est vrai qu'on propose des solutions innovantes pour essayer de combler les manques ou de couvrir plus de cas d'usage. Je crois qu'on avait des questions. D'accord. Il y a, en fait, il est probable qu'on anime une session plutôt dédiée comment on a appliqué les règles en interne côté Oracle pour respecter la RGPD. C'est quoi les efforts, comment on a préparé cette réglementation ou cette guideline européenne. Donc, il est probable qu'on organise une session dédiée à ce sujet. Donc, n'hésitez pas. Oui. N'hésitez pas si vous avez des questions. S'il y a d'autres sujets, pardon Jean. S'il y a d'autres sujets que vous voudriez aussi aborder, n'hésitez pas à nous en faire part. Oui, une question, Jean-Jacques Tans. Merci pour cette présentation très claire. Est-ce que vous estimez que le EU Only que vous avez présenté nous protège du Cloud Act, du droit des États-Unis? Oui, alors le Cloud Act, c'est vrai que c'est un gros débat. On a une position officielle, Oracle, par rapport à ça. On a estimé un risque assez faible aujourd'hui que le Cloud Act ait un impact sur ce qu'on propose. La proposition EU Only, d'une certaine mesure, rassure ou donne des garanties supplémentaires à nos clients. À dire vrai, le Cloud Act, pour l'instant, n'est pas un gros problème, puisque pour être vraiment pertinent, il doit s'appuyer sur des accords bilatéraux entre l'Europe et les US, par exemple, hein, pas que, hein, mais et ces accords bilatéraux n'ont pas encore été ni négociés, on n'est pas encore entré en matière. Donc le Cloud Act est plus aujourd'hui un dispositif cadre qui permet justement de mettre en place des échanges de données, mais il doit avoir lieu dans le cadre d'accords bilatéraux qui aujourd'hui n'ont pas eu lieu. Ils ont lieu avec l'Angleterre uniquement, il me semble, ou le Canada aussi. Donc aujourd'hui, on n'est pas extrêmement inquiet de ce Cloud Act. On en parle beaucoup, c'est vrai, mais bon, c'est une disposition légale, donc là, ça va être, on ne peut répondre que
au travers d'autres dispositions légales aussi, hein. Mais c'est un gros sujet, je vous l'accorde. Ok, merci. Pas d'autres questions ou commentaires? Ben, cette présentation que vous évoquiez de comment Oracle s'est appliqué le RGPD en interne, est-ce qu'on la planifie dès à présent pour la semaine prochaine, même créneau, même heure, ou est-ce qu'on vise une date plus avant? Est-ce que parmi les participants et les personnes qui sont intéressées, on avait posé la question lors de la précédente session? Vous n'êtes pas très bavards les uns et les autres, hein. Non, non, visiblement. On avait évoqué la date de mardi prochain. Est-ce qu'on maintient ça ou est-ce qu'on fait un... Est-ce que vous seriez prêt, Jean, si on disait c'est mardi prochain, ou est-ce qu'on se donne plus de temps? Oui, il nous faudrait plus de temps pour bien définir ça, en effet. Mais il faudrait surtout que ce soit un sujet qui intéresse le groupe. Donc, ce serait bien d'avoir Oui, bien sûr. voilà, Bien sûr, bien sûr. le feedback. Parce que c'est vrai que c'est un gros sujet. Évidemment, on y travaille depuis très, très longtemps, bien avant la date de 2018. Mais il faudrait que ça intéresse l'audience, surtout. Oui. Mais on est prêt. En fait, on peut définir la date ensemble, mais on est prêt s'il y a des demandes, avec plaisir. D'accord. Merci.